Les secrets des pros. Transformez votre passion en carrière déco. Toutes les qualités qui vont faire toute la différence. Bonjour à vous, passionnés de la déco. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va plonger ensemble dans les coulisses d'un métier qui fait rêver. Bien sûr, ce métier, c'est décorateur, décoratrice d'intérieur. Alors, vous avez toujours eu cette fibre artistique, quelque chose qui vibre à la vue d'un bel espace. Vous adorez aussi jongler avec les couleurs, les matières, le mobilier. Alors attachez vos ceintures car on va décortiquer ensemble les clés pour transformer cette passion en carrière épanouissante. Voilà, c'est exactement ça le mot. Vous allez pouvoir vous épanouir parce que vous allez pouvoir bien sûr faire quelque chose qui vous anime. Et c'est essentiel dans la vie d'être animé. Alors le métier de décorateur, c'est bien plus qu'une passion, hein, faut vraiment être clair là-dessus. La déco, c'est un métier à part entière et vraiment, j'espère que je vais pouvoir vous amener aussi à cette belle réflexion qui est que ça ne suffit pas d'avoir juste du goût et de savoir associer deux coussins. Tout ça, ça va être un vrai mélange de subtilité, de créativité, de technique, de psychologie, de sens commercial. Moi, j'adore la phrase de Léonard de Vinci. Il dit « Le style est une manière de dire qui on est sans parler ». Ça, j'adore. Notre rôle, c'est aussi, nous, en tant que décorateurs, c'est de permettre à nos clients de réussir à s'exprimer à travers leur extérieur. C'est trop beau dit comme ça. Enfin bref, je peux vous donner déjà un premier conseil. Commencez par réfléchir et à apprendre à parfaitement vous connaître. Alors, ça peut paraître un peu étrange comme conseil, surtout pour démarrer. Pourquoi se connaître? Pourquoi comprendre qui on est? En fin de compte, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour commencer le métier. Car quand on apprend qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on est en mesure de faire abstraction de ses propres goûts. C'est essentiel dans notre métier. Si vous n'effectuez pas ce travail sur vous-même, mais surtout si vous ne prenez pas conscience, c'est ça qui est intéressant, de l'importance de vous connaître parfaitement, vous prenez le risque de mettre toujours les mêmes couleurs, toujours travailler le même style. Alors par exemple, moi j'adore le style haussmannien, mais est-ce que pour autant, je vais mettre des cimaises partout sur mes projets? Bien sûr que non. Car si j'ai un client qui aime le style japandi, proposer des corniches, ça n'a vraiment aucun sens. Et croyez-moi, je vous assure qu'il y a des moments quand je feuillette des revues, quand je vois des décorateurs du secteur, je dis « Oh, ça je sais qui c'est qu'à faire, parce que je reconnais les couleurs, je reconnais le style. » Prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous aimez, ce que vous trouvez rédhibitoire et vos limites. Par exemple, moi un jour, on m'a demandé de peindre des poutres en rouge. Oui, vous avez bien entendu. Des poutres dans une magnifique longère. Je suis en Bretagne. C'est quoi une longère? C'est une vieille maison toute en pierre. J'ai dit non. Mais j'ai expliqué aussi et j'ai donné du sens à mon nom. J'ai expliqué que nous étions sur un sujet de respect et d'authenticité du caractère historique. Les vieilles demeures, elles ont un charme unique et bien sûr, il y réside une histoire aussi dans l'architecture d'origine. Alors, très souvent, les poutres, elles sont en bois, sont massives. C'est des éléments architecturaux hyper importants et surtout, elles témoignent de l'époque de la construction. Alors, les peindre en couleur vive, ça perturberait tout l'équilibre visuel et puis surtout, ça donne un aspect artificiel, à mon sens, en tant que décoratrice. Et j'assume cette posture, cette position. Et je dirais même carrément que je trouve que c'est déplacé dans la pièce. Alors, je vais préférer des teintes naturelles, des teintes douces, qui vont mettre en valeur la beauté brute du bois. Et aussi mettre en valeur l'âge de la demeure, l'âge de la maison. En plus, les poutres anciennes, elles ont souvent des irrégularités, des fissures, vous voyez, des trous, des variations. Et donc, c'est ce qui fait tout leur charme. Alors, les couleurs vives, elles vont venir non seulement masquer tous ces petits détails, et puis elles vont rendre les poutres tellement moins intéressantes visuellement. Ça fait un effet faux. Vous voyez, car c'est totalement masqué par la peinture, et puis surtout les teintes naturelles. Le blanc cassé, par exemple, le lin, les beiges, les gris clairs, toutes les couleurs un peu naturelles, les couleurs terre, elles vont permettre de conserver l'aspect authentique du bois et aussi mettre en valeur la texture du bois des poutres.
Donc, il est toujours important aussi d'expliquer le pourquoi. C'est exactement ce que j'ai expliqué à mes clients, ce que je suis en train de vous dire. J'ai toujours, bien sûr, l'argument en face. Si vous n'avez pas l'argument, vous pouvez pas dire non. Hein. Il faut toujours savoir le pourquoi on dit non. Et on dit pas non catégorique, bien entendu. Donc, vous faites le tour de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de vos limites, comme je viens de vous l'expliquer avec mes poutres. Et puis, vous allez pouvoir aussi me dire qu'il existe des décorateurs qui ont leurs pattes. Je suis d'accord, ils ont leur style. Mais bon, il faut être lucide, hein. On n'est pas tous Sarah Lavoine. Hein. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc, 98% des décorateurs doivent s'adapter à l'univers de leurs clients. C'est ça la réalité du marché. Avoir sa signature ne veut pas dire l'imposer. C'est justement tout l'art de l'adaptabilité. C'est la grande qualité d'un décorateur, je dirais même d'un chef d'entreprise en général, être en capacité de s'adapter. Un décorateur doit savoir s'adapter aux attentes de ses clients, car sinon le client, il appelle un autre décorateur. Un client doit être entendu et compris. Je dirais que c'est pareil pour tous les métiers. Mais alors en décoration, on est au cœur de la maison, on est au cœur de la vie des clients. On est dans ce que j'appelle l'intime et la relation que l'on va créer avec son client, elle est déterminante et passe par l'écoute. Alors, j'ai à plusieurs reprises été missionnée sur des projets parce que le client n'avait pas eu le service qu'il voulait avec la décoratrice qu'il avait appelée dans un premier temps. Et c'est intéressant, bien entendu, pas pour être dans le jugement, on n'est pas là pour ça, mais pour faire un travail de critique constructive pour nous. Lorsque le client me montre le projet, je comprends. Il veut des couleurs chaudes, elle a mis un vert bleu parce que c'était la tendance. Il veut du bois type noyer, elle a mis un plancher chêne clair. Alors pourquoi il y a un tel décalage entre sa demande initiale et le projet que la décoratrice elle a fait? En fin de compte, il peut y avoir deux réponses. La première réponse, c'est un problème d'écoute active. Ou bien, elle a bien entendu, mais comme elle n'aime pas, elle ne fait pas. Voilà. Alors, il vaut mieux le dire dès le départ. Quelles sont ces qualités qui font la différence? Accrochez-vous parce que la liste, elle est hyper longue. Et puis, je voudrais vous dire que chaque point est crucial. Alors, bien sûr, j'ai envie de commencer par la créativité. Je dirais, c'est l'œil de l'artiste. Voilà, c'est ça, c'est l'œil de l'artiste. C'est notre matière première. On doit être capable de transformer un espace banal en un lieu unique. Un lieu qui va raconter une histoire. L'histoire de vos clients, pas la vôtre. Alors la créativité, ça se nourrit. Ça se nourrit par la curiosité, par la veille sur les tendances, par des visites dans les salons, par des lectures. On doit être des éponges à idées. On doit avoir toujours un petit carnet à côté de soi. Moi, j'en ai plein partout dans la maison, dans le salon, dans le home cinéma, dans ma chambre. Quand je regarde un film, par exemple. Et j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Lorsque je donne mes formations en présentiel à la pause le midi, on va manger et en venant du restaurant, je dis, pour la digestion, on va faire un petit exercice. Pouvez-vous me lister tout ce que vous avez vu au restaurant? J'ai envie de vous dire, c'est étonnamment passionnant de se rendre compte quand je fais le bilan après par la suite, je leur dis la couleur des nappes, du sol, la matière des revêtements, les couverts, les luminaires. Est-ce que vous avez remarqué des défauts de conception ou bien d'harmonie? Est-ce que j'ai vu que vous avez été vous laver les mains, vous avez été aux toilettes, les faïences, quelle couleur elles sont, comment elles sont, carrées, rectangles, les portes, est-ce que vous avez vu un revêtement particulier sur les portes, les vases, est-ce qu'elles sont rondes, est-ce qu'elles sont carrées? Un décorateur doit tout savoir voir, doit savoir voir. Franchement, je me dis, on a cette merveilleuse chance de voir et puis notre métier, il est principalement basé sur la vue. Apprenons à voir et à analyser. On se doit, bien évidemment, de garder pour nous notre analyse. Mais apprenez à être critique. C'est important pour être un bon décorateur. Vous pouvez vous entraîner avec les revues. Ça, c'est génial. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. En regardant les revues et en réfléchissant comment j'aurais pu améliorer les choses. Est-ce que c'était judicieux ce papier peint avec cette couleur de peinture? Oui, c'était super. Ou ben non, je trouve que c'est pas tellement approprié. Ou bien, ils ont fait un aménagement sur mesure et ce n'est pas du tout fonctionnel. Comment, moi, Myriam Blin, j'aurais pu améliorer peut-être la réponse à la question de l'aménagement sur mesure. Bref, l'idée, c'est toujours de se remettre en question, de travailler toujours son jugement. Vous vous entraînez pour devenir décorateur, c'est une course de fond. Il n'y a pas de secret, même si souvent les titres sont les secrets de la réussite. Alors,
s'il y a bien un secret, j'ai envie de vous dire, c'est de travailler encore et encore et encore. Ça, c'est un secret. Le deuxième, c'est l'écoute. C'est la psychologie du confident. Alors, on ne décore pas pour soi, mais pour nos clients. Vous savez, je vous le dis, ça paraît comme ça, tellement logique. Pourtant, combien de fois je le vois en formation? Il faut savoir les écouter, les comprendre, les entendre réellement, décrypter leurs envies, mais celles qu'ils n'expriment pas non plus. On est un peu des psychologues de l'habitat, capables de créer des espaces qui reflètent leur personnalité, mais attention à ne jamais franchir la barrière. C'est quoi cette barrière? On n'est pas des psys. Je forme par exemple sur la psychologie de la maison, ça fait pas de moi une psy. J'ai bien sûr la connaissance et la compréhension du comment mes clients aiment vivre. Je sais interpréter leurs demandes afin de comprendre leur façon de vivre la maison, mais je ne cherche pas à aider un client dans son développement psychologique. La frontière est fine, la nuance est vraiment importante. Vous devez y réfléchir. Par exemple, choisir une table ronde, carré, ovale, veut dire quelque chose en psychologie de la maison. Choisir une table ronde ou ovale indique que vos clients ne veulent pas recevoir trop de monde. Alors que celui qui veut une grande table rectangulaire, type table de ferme par exemple, lui, il pense même aux rallonges. Et il va peut-être même vous en parler. Tout du moins, ça va vous donner des indications. Ou encore à pouvoir mettre au bout une autre table carrée. Voilà. Vous voyez pourquoi il est essentiel d'écouter vos clients? Parce que du coup, l'idée, c'est bien sûr que la décoration, elle va aider à se sentir bien, mais à garder à l'esprit que la psychologie, c'est un vrai métier. Je vous raconte une petite anecdote parce que c'est intéressant. J'ai eu une collaboratrice comme ça. Franchement, je l'adore. Elle est vraiment super. Mais elle était toujours dans la psycho. À chaque fois, je savais que le client, il était perdu. Elle avait été, elle allait très souvent sur des sujets qu'elle ne maîtrisait pas. Et comme je dis, quand un client appelle un décorateur, il cherche du conseil déco. Il cherche pas du conseil en analyse. Et même si je sais que c'est des fois difficile de couper, il est essentiel de conserver votre temps, et je l'aborde dans mon podcast sur la rentabilité. Le temps, c'est de l'argent. Votre temps client doit être un temps rentable. Et pour que cela soit rentable, vous devez savoir couper sur un sujet qui ne fait pas partie de votre mission. Vous savez, c'est un vrai sujet car je le vois de plus en plus. Je vois des gens qui s'installent, d'écothérapie, d'éco-psycho. La déco, elle apporte un bien-être et c'est cela que nous devons travailler. On n'a pas vocation à faire autre chose que d'apporter par la décoration un environnement où notre client il va être super bien. Alors, j'ai envie bien sûr de parler d'empathie. L'empathie, ça n'a rien à voir avec la psychologie, mais pourtant c'est bien sûr lié. Peut-être là qu'il y a un amalgame. C'est essentiel, mais vous devez trouver votre frontière. Trouvez des petites phrases adorables qui vous permettront de vous recentrer sur le pourquoi vous avez été appelé. C'est cela qu'il faut garder à l'esprit. Gardez bien à l'esprit comment vous allez pouvoir revenir sur le sujet qui est fondamental, le sujet de la décoration. On va aborder aussi également un sujet tellement important, c'est le sens commercial. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'âme d'un entrepreneur. La déco, c'est un business. Oui, c'est un business. Bien sûr que c'est une passion, mais avant tout, pensez que c'est un business. Il faut savoir se vendre, il faut savoir négocier les budgets, il faut savoir gérer les projets, il faut savoir fidéliser les clients. Bref, on doit maîtriser les techniques de vente, avoir des bases en comptabilité. Je le dis, on n'a pas besoin d'être comptable, mais avoir des bases. C'est quoi un compte 6, c'est quoi un compte 7, avoir un minimum. Savoir communiquer efficacement. Lors de mon podcast sur la rentabilité, j'aborde les points essentiels à maîtriser pour, bien sûr, la rentabilité, c'est le sujet. Et j'évoque la vente, car il existe des techniques de vente, son casse par exemple, qui peut être totalement adaptée à la vente et surtout aux clients du décorateur. Moi, dans ma formation, justement, je l'aborde. J'ai adapté son casse aux clients du décorateur. Ça, c'est hyper intéressant parce que par le vocabulaire, on comprend immédiatement à qui on a affaire. Je ferai carrément une petite vidéo là-dessus. Ça va faire de magnifiques 3D, c'est génial, mais au final, ça sert à rien s'il y a que vous qui le savez. Je dis, c'est une réalité, il faut l'accepter. Vous savez, je vais vous confier quelque chose qui me fend le cœur dans ce métier, mais c'est important que vous l'entendiez. La vente est plus importante que la créativité. C'est triste. Je connais une décoratrice avec laquelle j'ai collaboré, je vais y arriver, collaboré, et qui fait de super 3D.
Alors, c'est vraiment franchement très, très beau. Elle est aujourd'hui à son compte, elle n'a pas de travail. C'est ça la réalité du marché. Pourtant, elle a fait 5 années d'architecture d'intérieur, mais elle ne sait pas vendre, elle n'a jamais su vendre. Elle n'a pas non plus l'empathie naturelle. Je vais revenir sur cette qualité essentielle à mon sens pour être décorateur. Vous savez, l'empathie, c'est bien plus que simplement se mettre à la place de l'autre. Moi, je dis que l'empathie, c'est un art délicat. C'est une capacité à ressentir, à comprendre et à partager les émotions des autres. Mais c'est aussi, bien sûr, la capacité à écouter activement et sans jugement. Vous vous rendez compte, c'est très, très important. C'est reconnaître aussi, bien sûr, valider les émotions de l'autre en les acceptant, même si on ne les partage pas. C'est important aussi en décoration. Vous allez voir que des fois, on ne partage pas forcément le goût de nos clients, mais pour autant, on va aller quand même dans leur univers. En fait, quand il va s'agir de valider les ressentis, de montrer que nous comprenons les choix et les décisions de nos clients. Pour moi, dans notre métier, c'est la capacité d'établir des connexions authentiques. Tout simplement, je vais vous dire, c'est être vrai, être sincère. Cherchez pas à plaire à tout le monde. Vous aurez ainsi votre clientèle. Puis ça vous permet aussi de créer des liens profonds et significatifs avec les autres. On va justement, quand on est vrai, quand on est sincère, on va acquérir ce qu'on appelle la confiance et le respect de la compréhension mutuelle. La confiance, à mon sens, c'est un point capital. Mais bien sûr, la confiance, vous allez être d'accord avec moi, elle s'acquiert. Elle s'acquiert avec, par exemple, une attitude hyper positive. Et bien sûr, je ne peux pas parler de l'empathie sans faire référence à cette immense capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions et celles des autres. C'est vraiment tellement important de comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il attend de nous en tant que décorateur? Je me dis, quand on a cette chance d'avoir cette nature empathique, je me dis, ouais, génial. Mais on a aussi, des fois, aussi une nature. En déco, on a beaucoup de personnes hypersensibles. Ça peut être épuisant. Mais dites-vous que c'est une force en décoration. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. C'est ma force parce que je ressens ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, comment ils sont dans leur maison. Pourquoi c'est une force? Vous vous rendez compte que vous allez avoir la possibilité immédiatement, dès lors que vous rentrez chez quelqu'un, que vous allez échanger avec vos clients, vous allez être dans l'ordre de quelque chose qui est difficile à expliquer, mais pour une bavarde, surtout pour une bavarde comme moi, mais c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Vous voyez, on dit qu'on a 7 premières secondes pour faire bonne impression. Pareil quand on rentre dans une maison, on a à peu près 7 secondes pour se faire un avis pour quelqu'un qui va justement être en capacité de voir et de comprendre. Dans le contexte de la décoration d'intérieur, moi j'ai envie de vous dire, l'empathie c'est primordial. Vous imaginez, elle vous permet de comprendre tous les besoins, les envies, et puis surtout ça vous permet de comprendre même ce qui n'est pas exprimé clairement. C'est ça votre force. Ça se travaille. Ça va vous permettre aussi d'instaurer une relation de confiance et de collaboration avec vos clients. Ça va vous permettre aussi de gérer les conflits et les désaccords. Bien sûr, avec tact et diplomatie. On y reviendra parce que c'est important de savoir comment gérer des désordres entre un mari et sa femme. Il y en a un qui veut du rouge, l'autre qui veut du vert, un qui veut un canapé en velours, l'autre non, moi je veux en cuir. À vous de jouer et réussir à trouver un terrain d'entente. Est-ce que vous avez déjà connu des disputes entre conjoints dans votre activité? Allez partager avec nous votre ressenti et comment vous avez surtout géré. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Moi, j'ai déjà eu le cas avec des désaccords entre mari et femme. Je me suis dit, oh là là. D'ailleurs, une petite astuce, faites pas de projet sans que vous ayez les deux personnes avec vous. Alors, pour vous dire, en fin de compte, l'empathie, c'est une qualité tellement précieuse pour le décorateur. Ça va surtout vous aider à comprendre, bien sûr, et vous aider dans votre communication, et ça va vous amener à vendre vos prestations tellement naturellement. Alors, la good nouvelle, c'est que tout s'apprend, même l'empathie. Donc, pas d'inquiétude, si vous sentez que vous avez un petit manque d'empathie, ça se travaille et c'est vraiment important de pouvoir le savoir. Au final, un bon décorateur qui ne sait pas vendre, il va pas tenir longtemps. Cependant, un décorateur moyen qui sait vendre va tenir dans le temps. Vous savez, franchement, des fois, je me dis c'est tellement triste. Mais je vous assure, c'est bien la réalité du marché. Et ça, vous devez l'entendre, c'est indispensable de comprendre que vous devez être formé à la vente, de comprendre les techniques professionnelles. Je ferai un petit podcast sur ce sujet parce que franchement, ça le mérite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce constat?
Est-ce que vous avez du mal à vendre, par exemple, vos projets? Est-ce que vous avez aussi un super potentiel en déco, mais pour autant, vous sentez que c'est difficile pour vous de savoir comment le vendre, comment vous différencier? Marquez-moi tout ça dans les commentaires, votre avis sur ce sujet et racontez-moi ce que vous vivez aussi dans votre quotidien, parce que c'est intéressant aussi de pouvoir aussi comprendre qu'on n'est pas tout seul à vivre la même chose. On va parler maintenant d'un pilier qui est fondamental. Bien sûr, c'est un vaste sujet que je vais encore qualifier de primordial. Je les qualifie tous de primordiaux parce que, en fin de compte, ils sont tous primordiaux. La maîtrise technique, hein, c'est le véritable savoir-faire du pro en déco. C'est tellement essentiel dans notre métier. Et pourtant, franchement, hein, on n'a pas tendance à le reléguer au second plan. On est plutôt ébloui par le côté un peu créatif ou bien encore par le côté justement de l'esthétisme. Soyons clairs et limpides, on ne peut pas improviser dans ces domaines. Surtout pas. Vous imaginez, vous allez recommander un revêtement de sol magnifique, mais qui ne répond pas aux normes d'inflammabilité pour un espace public. Ou alors vous allez préconiser un matériau dont vous ignorez la toxicité dans un environnement qui va accueillir des enfants. Franchement, les conséquences, ça peuvent être désastreuses et surtout, votre crédibilité, elle va s'effondrer en un instant. Vous êtes avec un chef d'entreprise, un hôtelier, vous lui proposez, il voit la liste, la fiche, il se dit non, mais c'est pas possible, c'est pas adapté. Vous devez maîtriser votre sujet. Vraiment, j'en suis certaine. C'est pas une opinion, hein. C'est une nécessité absolue. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps de vous informer, de vous tenir au courant des dernières normes et des caractéristiques des matériaux. Moi, j'ai déjà rencontré des décoratrices qui n'avaient jamais entendu parler de normes pour les maisons et je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. Investissez aussi dans votre connaissance technique car c'est ça votre gage de professionnalisme et de pérennité pour votre activité. Moi, j'ai écrit un livre avec tous les points fondamentaux à maîtriser dans le bâtiment. Je vous mets le lien si ça peut vous aider à travailler votre maîtrise technique. Et pour vous montrer à quel point cette maîtrise technique n'est pas une option, pardon, c'est une nécessité absolue. Je vais vous raconter une petite histoire, même d'ailleurs deux petites histoires, deux situations que j'ai pu observer de près et qui m'ont, je dois dire, laissé perplexe, tout du moins en questionnement. La première histoire, elle concerne un chantier avec un projet de rénovation intérieure. Donc les clients veulent refaire tout l'ensemble de la maison. C'est une rénovation intérieure tout à fait classique en apparence. Arrive la décoratrice, super, charmante, pleine d'enthousiasme, pour choisir les couleurs et les finitions. Mais voilà, elle ne prend pas le temps d'analyser attentivement les supports existants. Et là, grosse erreur. Parce que les cloisons sèches, elles n'étaient pas en simple placo, non. Elles étaient réalisées en fermacelle. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que le fermacelle, c'est un matériau fibré, beaucoup plus dense, avec des spécificités bien précises. C'est utilisé par exemple quand on veut de l'environnemental. Mais alors par contre, en termes de préparation, avant la peinture, pour les enduisages et pour la préparation du support, ça n'a aucun rapport en termes de temps. Et surtout quand on veut poser un papier peint dessus, par exemple. Résultat, une sous-estimation du budget pour l'eau déco peinture. Croyez-moi, on n'en parle pas de quelques euros en plus. Globalement, cette méconnaissance, ça entraîne environ un surcoût d'environ 30% minimum. Vous imaginez la tête du client et la perte aussi de crédibilité pour la décoratrice parce que elle n'a pas su identifier non seulement devant le client, mais en plus, le client en savait plus qu'elle. C'est quand même embêtant, vraiment. Donc, un simple diagnostic technique initial aurait permis d'éviter cette catastrophe et surtout, catastrophe financière, mais aussi relationnelle. Tout à l'heure, je parlais de confiance, eh bien, on est en plein dedans. Allez, j'ai une autre petite pépite pour vous parce que vraiment, je me dis, c'est intéressant aussi à travers ces petites histoires que vous compreniez aussi, et ça vous donne aussi des pistes de réflexion. Je suis sur un projet avec un plafond en béton recouvert de plâtre. La décoratrice, pleine de bonnes intentions pour venir moderniser l'éclairage, propose d'ajouter des nouveaux lustres à des endroits stratégiques. Jusque-là, rien d'anormal, on est d'accord. Sauf que elle n'a pas pris en compte la complexité de faire des saignées dans du plâtre recouvrant du béton. C'est pas aussi simple que ça, hein. Quand on a un placo, bien entendu, une cloison légère, on peut faire des saignées. Mais là, dans du béton,
Donc du coup, elle aurait pu proposer par exemple un faux plafond, mais elle n'a pas anticipé cela, c'est pas compté. Et puis, il faut des outils spécifiques, il faut des artisans qui sont prêts pour le faire. Ça doit être visé dans le devis. Ça engendre bien sûr toujours des coûts, des complications, des gros travaux, par exemple, vers de la poussière partout. Enfin, bref. Juste pour l'histoire de luminaire, il y avait encore là une espèce de manque de connaissances techniques de base qui aurait pu être évité avec une simple question ou une observation plus approfondie. C'est-à-dire être en capacité de reconnaître les supports. Ah, du plâtre, ah, du béton, ah, de la brique. C'est pas du tout la même chose. Quand j'ai de la brique, par exemple, j'ai de la poussière orange partout. Ma conclusion est simple et sans appel. Ces deux exemples, aussi simples puissent-ils paraître, ils illustrent tout à fait mes propos. On ne peut pas se contenter d'avoir de bonnes idées esthétiques. La maîtrise technique, la connaissance des matériaux, puis aussi les contraintes du bâtiment, toutes les normes, les RT 2020 par exemple, j'entends des gens qui savent pas ce que c'est que la RT 2020. On doit savoir tout ça. C'est le socle de notre métier. Ne pas les maîtriser, c'est comment vous dire, s'exposer à des erreurs coûteuses, coûteuses pour vous, mais coûteuses aussi pour le client. Donc une perte de crédibilité et in fine, bien sûr, la déception de vos clients. Alors si je peux me permettre de vous demander de retenir un point de ces différentes expériences, c'est l'esthétisme, c'est important, bien entendu, mais la technique, c'est fondamental. Et en plus, vous allez apporter du crédit à votre parole de décorateur. Je ne peux pas parler du métier sans évoquer, bien sûr, la grande qualité de l'adaptabilité. Vous êtes un caméléon de la déco. J'adore ce mot-là, parce que c'est ça. Chaque projet est unique, on est d'accord, avec à chaque projet, bien sûr, ses propres contraintes. Et vous, vous allez vous adapter à toutes les situations, avec aussi tous les artisans et trouver à chaque fois des solutions créatives à tous les problèmes. Vous allez être capable de faire une veille, bien sûr, permanente sur les outils, sur les matériaux. Et je ne peux pas parler du métier sans évoquer le réseau, votre réseau, celui que vous avez, que vous allez vous faire. On ne travaille pas en vase clos, il faut se créer un réseau de fournisseurs, d'artisans, des showrooms dans lesquels vous allez pouvoir amener vos clients. Vous allez aussi aller écouter, si vous voulez, mon podcast sur la rentabilité, car j'évoque justement le réseau. Mais au fait, quel débouché vous avez en décoration? Bon, on peut en parler. Elles sont assez vastes et puis assez variées, mais tout dépend bien sûr de ce que vous avez envie de faire. Vous allez pouvoir collaborer avec des architectes. Vous allez aussi également pouvoir travailler avec des entreprises de peinture, des cuisinistes, des agenceurs. Et pourquoi aussi pas se lancer en indépendant en tant que coach déco ou décorateur freelance aussi. Globalement, les possibilités sont infinies. Allez, vous êtes prêts à relever le défi? Allez, si vous sentez cette flamme de la déco brûler en vous, n'hésitez pas à vous former, à vous lancer, à persévérer. Et n'oubliez pas, comme le dit si bien l'adage, on apprend toujours et encore. D'ailleurs, moi, dans mon entreprise, je dis toujours que je suis une apprentie. Je resterai toute ma vie une apprentie. Je ne suis pas dans une posture de sachante, je suis dans une posture d'apprentissage. Ça change complètement l'approche. La déco, c'est un métier en constante évolution, on est d'accord, qui demande passion, rigueur par rigidité, rigueur et créativité. La rigueur, c'est une grande qualité pour un chef d'entreprise et en vous formant au métier, et si vous décidez de vous lancer, vous deviendrez chef d'entreprise. Quand on me demande qu'est-ce que je fais comme métier, je ne dis jamais que je suis décoratrice d'intérieur, je dis toujours je suis chef d'entreprise. Alors si vous avez besoin d'un guide dans cette aventure, sachez que j'ai écrit 350 pages à peu près de conseils techniques dans ma formation en décoration d'intérieur. Je vous mets le lien si vous souhaitez l'acheter. Il est uniquement en PDF. Tout au départ, je l'ai écrit parce que justement, comme j'ai des collaborateurs dans mon entreprise, je me rendais compte que j'embauchais des filles qui avaient fait 5 années d'études, mais elles avaient plein de manques. Donc, je l'ai écrit justement pour aider à connaître et à comprendre tous les enjeux du métier. Voilà. En conclusion de cet épisode, j'aimerais vraiment insister sur un point essentiel, c'est devenir un bon décorateur demande un ensemble de qualités diverses, un ensemble qui va faire que vous allez passer de la créativité à la technique en passant par l'empathie, le sens commercial. Mais par-dessus tout, ce que je souhaite ce que vous reteniez bien sûr, c'est que rien, absolument rien n'est insurmontable avec de la volonté, avec du travail, avec le fait de dire
j'y vais et je recommence et je recommence. N'ayez jamais peur d'apprendre, de vous perfectionner, de sortir de votre zone de confort. Des fois, on est bien dans notre petite zone de confort. Le découragement, c'est un obstacle. Éliminez les personnes qui sont des personnes négatives dans votre entourage qui peuvent aussi être des obstacles. Bon, quand je dis éliminer, bien sûr, façon de parler. Mais la passion, la persévérance, elles sont vos meilleurs alliés. Et vous, quelles sont vos qualités pour devenir un bon décorateur? Partagez vos expériences, vos questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes. Allez, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations créatives. Je vous fais des bisous de ma belle Bretagne. À bientôt!